Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous pour cette édition de l'actualité sur la télévision du Burkina. Au sommaire de ce journal, 39 milliards de francs CFA, c'est la somme à mobiliser pour l'année 2013 dans la lutte contre le sida. Au Faso, le Conseil national de lutte contre le sida et les IST a fait le point de ses activités ce jour à Ouagadougou et pris des résolutions pour la suite du combat. Comment promouvoir la croissance inclusive au Burkina Faso? La réflexion se mène depuis ce matin dans la capitale burkinabé alors que l'on passe en revue les programmes financés par le FMI au Faso. Et puis nous aurons également dans ce journal la nouvelle vision du Conseil supérieur de la communication sur la régulation des médias, de nouvelles approches qui impliquent l'autorégulation. Bienvenue à tous à ce journal et merci de votre attention. Mais tout de suite, nous allons au palais de Kosiam pour le carnet d'audience du chef de l'État. Blaise Compaoré a reçu en fin d'après-midi à sa résidence le commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique. Présent à Ouagadougou, dans le cadre d'une tournée africaine, le général Rodriguez est allé échanger avec Blaise Compaoré sur les questions d'intérêt commun et la sécurité dans la sous-région, avec un accent particulier sur la médiation du Burkina Faso dans la crise malienne surtout. Écoutons le général d'Africom au micro de Salinana. Nous avons échangé autour de notre partenariat avec le Burkina Faso et également sur ce que nous pouvons faire pour aider les pays africains et également la France pour voir comment nous allons stabiliser la situation au niveau du Mali. Nous pensons qu'il faut un travail d'équipe au niveau de l'ensemble des pays de la sous-région. Ce que nous allons faire, c'est apporter notre soutien, notre contribution au niveau donc des différents pays pour qu'ils puissent stabiliser la situation au niveau du Mali. Nous allons continuer à apporter notre soutien en termes de renseignement, en termes de logistique et en termes de formation. Mais ces différents appuis se feront à la demande des différents pays africains et sur la base donc des besoins qu'ils vont exprimer, notamment pour ce qui concerne donc ces différentes formes de soutien. Et puis dans l'armée burkinabé, une quarantaine de sous-officiers promus officiers, nommés en fin avril dernier par le président du Faso. Les officiers ont reçu leurs attributs ce matin à Ouagadougou. Selon la hiérarchie militaire, ils ont été choisis sur la base de leurs compétences et leur comportement. Simon Gongo a suivi ce moment pour nous. Ces 46 sous-officiers passent au grade de sous-lieutenant. Repérés par leur supérieur hiérarchique pour la qualité de leur travail et compétences, ils ont été promis le 30 avril 2013 comme officiers de rang par le président du Faso. Ils devront suivre un stage de 2 semaines et rejoindre les rangs des officiers de l'armée burkinabé où le travail les attend. Nous avons de grands besoins en cadre officier pour le fonctionnement de nos services courants et aussi pour les besoins des OSP, notamment au Darfour et en Guinée-Bissau et au Mali. Donc ces nominations viennent à point nommé justement pour pouvoir satisfaire tous ces manques de places d'officiers que nous constatons. Les promis viennent de toutes les composantes de l'armée. Au-delà de la qualité de service rendu, il faut ajouter le comportement. Et c'est ce qui a permis de retenir le gendarme Drabo de Boulmougou, connu pour ses coups de filet aux malfrats. C'est un sentiment de joie et de dévouement et dire merci à ma hiérarchie. Ça va nous pousser à aller plus de l'avant. Un sentiment de joie, de satisfaction et je profite de dire merci à ma hiérarchie, à ma famille, amis. Le défi désormais c'est de maintenir les caps, car bons sous-officiers, ils devront être bons officiers. Les tâches ne sont pas pourtant les mêmes. Et on le sait, depuis quelques jours déjà, le Burkina Faso a pris le relais de l'opération Serval à Tombouctou. La mission des soldats burkinabés est d'assurer la sécurité des populations et leur permettre de vaquer à leurs occupations. Le bataillon Badenya a reçu officiellement la charge de protéger la ville aux 333 saints des islamistes le 23 avril dernier. Le commentaire de Simon Gongo.
C'est d'abord le général de Saint-Quentin, chef de l'opération Serval, qui reçoit à la fois le général Honoré Nabéré Traoré, chef d'état-major général des armées burkinabè, le général Dambélé, chef d'état-major général des armées du Mali, et le général Abdoul Kadir, commandant de la MISMA, pour faire le point sur la situation sécuritaire dans la zone de Tombouctou. Puis ici, à l'aéroport de la ville, vient le transfert de commandement. Depuis le 10 avril, les Burkinabés et Français faisaient des patrouilles mixtes pour la reconnaissance du terrain. Les Burkinabés devront à présent s'intégrer à travers la sensibilisation. Le général Honoré Nabéré Traoré leur a donné conseil. Nous pensons que cette action s'inscrit justement dans le cadre de la sécurité sous-régionale. Ce qui se passe au Mali, c'est dans la sous-région. Si nous réussissons à amener la paix au Mali, nous amenons la paix dans la sous-région ouest africaine. Les Burkinabés étaient jusque-là à Markala et à Diabali où ils assuraient la sécurité des populations. Cette fois, ils sont au cœur du feu. Tombouctou était le siège d'Acmé. Retour au Faso pour parler santé. Les acteurs de la lutte contre le sida, plutôt satisfaits des résultats obtenus dans le combat contre la pandémie au Faso. Les actions menées ont permis de faire reculer le sida très sensiblement, soit 1,12% contre 7% les années antérieures. C'est ce qui ressort du bilan fait ce jour à la faveur de la 12e session du CNLS-IST. Les acteurs ne veulent pas dormir sur leur laurier. Pour autant, la suite de la lutte nécessite une mobilisation de ressources financières de plus de 39 milliards de francs CFA pour l'année 2013 et il faut trouver les voies et moyens pour y arriver. Les travaux du Conseil ont été présidés par le président du Faso, Nyarki Teda, nous fait le point. L'une de la victoire entonnée, c'est aussi l'espoir pour tendre vers l'élimination de la pandémie du sida au Burkina Faso. C'est une ambition crânement défendue à cette 12e rencontre annuelle du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Une session qui a donné l'occasion à l'ensemble des acteurs de la lutte contre la pandémie de faire le bilan des actions BD, mais surtout parler de l'état des lieux du mal en question. Nous sommes à un taux de prévalence de 1,1%, alors qu'il y a seulement quelques années, nous étions déjà à 7%. Ça veut dire que nous sommes arrivés à un stade où le taux de prévalence est à un niveau stable, c'est 1,1%. Mais nous devons continuer encore à mettre des efforts parce que ce que nous souhaitons, c'est 0% de contagion de sida au Burkina Faso. Pour l'année 2012, 33 milliards ont été mobilisés pour enclencher la dynamique du cadre stratégique 2011-2015 de lutte contre le VIH-Sida et les IST, avec comme dénominateur commun à la lutte, alliés, prévention et prise en charge des cas. Ce qui réjouit les partenaires techniques et financiers qui ont réaffirmé leur soutien au CNLS-IST. Il y a déjà des résultats au Burkina Faso. La lutte contre le VIH a déjà enregistré de bons résultats et maintenant il s'agit de maintenir les acquis. Et maintenir les acquis, ça veut dire empêcher que les nouvelles infections recommencent à monter, s'assurer que les personnes vivant avec le VIH ont la prise en charge qu'il faut. Les résultats sont certes encourageants, mais force est de constater qu'il y a des poches de prévalence dans certaines localités, largement au-delà du taux de prévalence nationale. Et les actions en 2013 doivent être orientées vers celles dites ciblées. Ciblé veut dire que rentrer là où le VIH sévit le plus pour mener des actions intensives afin de réduire et éviter les rebonds. Deuxièmement, nous allons mettre l'accent sur la question du genre, vue dans la notion plus large, parce qu'en plus du fait que les femmes participent au sida, il faudrait qu'on implique davantage les hommes. En 2013, les actions de lutte contre le sida vont mobiliser près de 39 milliards de francs CFA. Le SIDATON est beaucoup vu comme apport essentiel, de même que le secteur privé, pour appuyer l'État burkinabé et ses partenaires traditionnels dans la mobilisation des ressources pour une lutte réussie contre le sida. Et pour le président du Faso, la lutte contre le sida doit être une priorité nationale, d'où l'implication personnelle du chef de l'État burkinabé dans ce combat depuis des années. Écoutons Blaise Compaoré au micro de Nyarki Teda. Nous devons rester mobilisés, tant pour la prévention que pour la solidarité avec les personnes infectées, affectées, malades du sida. Cela parce que ça, comme partout ailleurs, cette pandémie est une grave menace pour la cohésion sociale des États et pour même l'économie, la construction d'une économie durable et forte dans les États. Donc au Burkina Faso, nous avons fait le choix de faire de cette lutte une grande priorité nationale.
Je crois que ce que nous avons évalué ici, c'est l'ensemble du dispositif qui va des ARV aux appuis divers que nous avons. Vous savez, il y a les orphelins du sida, il y a beaucoup de personnes affectées qui ne sont pas sur le terrain des ARV, mais qui ont besoin de la solidarité nationale. Et je crois que ça demande beaucoup de ressources. C'est pour cela que, avant d'arriver à ce que certains ont toujours proposé, une gratuité pour tout par rapport à cette maladie, nous avons l'idée d'aller vers une recherche de financement innovant qui pourrait permettre d'élargir les possibilités de l'État. Et puis une autre préoccupation de santé au Burkina, le cancer du col de l'utérus, car l'une des causes de mortalité chez la femme. Dépistée à temps, la prise en charge peut être plus efficace. Les agents de santé de la Boucle du Monde sont à cette école à Dédougou. Ils ont 5 jours pour acquérir des connaissances qui devraient leur permettre d'intensifier et d'identifier et de prendre en charge les lésions précancéreuses. Yacouba Gamene et Wendata Nathalie Kaori. Classé 3e au plan mondial, le cancer du col de l'utérus est le 2e type de cancer dont souffrent les femmes au Burkina Faso. Actuellement, 38 000 femmes burkinabées de 15 à 44 ans seraient à risque. Mais la bonne nouvelle est que les premiers signes de cette pathologie peuvent être découverts précocement. La présente formation est un cadre d'apprentissage pour ces prestataires de soins afin qu'ils puissent reconnaître les lésions précancéreuses et les prendre en charge pour éviter l'installation du cancer du col de l'utérus. Le cancer du col ne s'installe pas d'un seul coup, mais c'est une progression. Une lésion qui apparaît à 10 ans pour évoluer et se transformer en cancer. Donc vous comprenez l'importance de dépister à temps les lésions précancéreuses. Voilà pourquoi cette formation est vraiment inestimable pour nous et pour nos prestataires. Avant les prestataires de soins de la Boucle du Moun, ceux de la région du centre ont bénéficié de la formation sur le dépistage des lésions précancéreuses grâce à l'appui financier de la Fondation Semafo. L'ambition pour les organisateurs est d'étendre cette formation à toutes les régions du Burkina Faso. Retour à Ouagadougou pour fêter le carnet d'audience du Premier ministre. 3 rendez-vous y étaient inscrits ce matin. D'abord, l'ambassadeur du Japon avec qui Luc Adolphe Thiaw a échangé sur les relations bilatérales entre le Faso et le pays du soleil levant. Puis ce sera au tour du vice-président de la JICA d'avoir un entretien avec le chef du gouvernement burkinabé. Et enfin, le président du conseil d'administration de la BRVM qui a fait part au Premier ministre des ambitions de cette institution et recueilli des conseils. Et Frédéric Etienne Batenga nous fait le point de ces audiences. Fin de matinée très chargée à la primature du Faso. C'est le nouvel ambassadeur du Japon au Burkina Faso qui a ouvert le bal des audiencés. Matsato Futaishi a échangé avec Luc Adolphe Thiaw sur les relations bilatérales qu'entretiennent les deux États. 19 avril, j'ai remis la lettre de créance au président de Faso. Maintenant, je travaille officiellement dans votre pays. Alors, le Premier ministre a eu très gentillesse de nous recevoir aujourd'hui et on a bien parlé des relations bilatérales et internationales. Des relations entre le Burkina Faso et le Japon qui vont s'accentuer dans les années à venir, d'où la présence du vice-président de la JICA au Burkina, qui a été reçu également par le Premier ministre. Nous avons échangé avec son Excellence sur la coopération japonaise avec le Burkina Faso, les domaines agricoles, éducation et également l'envoi de volontaires japonais. Cette série d'audiences est poursuivie avec celle que Luc Adolphe Thiaw a accordée au président du conseil d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Gabriel Fall est venu rendre compte de l'évolution de son institution au Premier ministre. Nous sommes venus lui présenter les perspectives et les initiatives que le conseil d'administration de la Bourse régionale a décidé donc de prendre au titre de l'année 2013 et recueillir ses avis et conseils donc, sur ces orientations. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, la Bourse régionale des valeurs mobilières compte 37 sociétés cotées, dont
deux sociétés donc, du Burkina Faso, à savoir l'Onatel et la Bank of Africa Burkina Faso. Et nous souhaitons qu'il y ait plus d'entreprises burkinabées cotées donc, à la bourse régionale. Et nous sommes venus en faire part à monsieur le Premier ministre. Le Burkina Faso est membre de la BRVM et l'institution entend mettre en place de nouvelles dispositions afin que les populations aient une meilleure accessibilité à cette bourse. Et nous repartons sur les traces du Premier ministre à l'est du Burkina. Luc Adolphe Thiaw a visité des infrastructures socio-économiques à Bogandé et fait escale sur la plaine de Dakiri. Le chef du gouvernement a également prêté oreille aux préoccupations des populations dans cette partie du Burkina. Suivons Jean Zongo, Alassane Savadogo et Viviane Tiendreboyogo sur cette étape. Cet air est familier à beaucoup d'auditeurs de la radio nationale. Dans la Nyanya, Yarga Gabiliga continue d'égrener ses notes. Sa prestation a attiré l'attention de Luc Adolphe Thiaw. Je suis presque sûr qu'il n'a jamais reçu la reconnaissance de la nation. Donc c'est pourquoi c'est un instrument que j'ai sollicité que nous puissions l'encourager. De l'avis du Premier ministre, il faut encourager les efforts de la Nyanya dynamique. Dans les années 80, un confrère très célèbre parlait de la Nyanya profonde. On ajoutait même métallique, parce que c'était une région très difficile d'accès, très dure, il n'y avait aucune infrastructure. 20 ans après, on a ce qu'on a aujourd'hui et je pense que c'est une ville pratiquement normale comme n'importe quelle autre ville. Cependant, il y a beaucoup de problèmes encore, comme des problèmes d'eau, des problèmes d'infrastructure. Le chef-lieu de la Nyanya a mal à son CMA dont le rayon d'action est de plus de 8 km, ce qui dépasse la moyenne nationale. Nous avons une seule ambulance qui a plus de 5 ans qui couvre le district de Bogandé et celui de Mani. Et souvent, l'ambulance doit même évacuer des patients de Mani jusqu'au CHR de Dori. À Bogandé, le chef du gouvernement a rendu visite aux femmes transformatrices de riz, de manioc et de produits forestiers non ligneux. Il les a encouragées en leur offrant une enveloppe de 500 000 francs CFA. Le riz que les femmes transforment provient certainement de la plaine de Dakiri. Plus de 700 producteurs y exploitent 150 hectares pour produire du riz, des tomates, des oignons et du maïs. Après Dakiri, Luc Adolphe Thiaw a effectuer une halte à Mani. La principale difficulté de cette commune, c'est l'accès à l'eau potable. Les habitants de Piela vivent le même problème. De Piela, le chef du gouvernement s'est rendu à Bilanga. L'épine que les populations voudraient qu'on leur enlève du pied, c'est l'insécurité. Elles demandent pour cela l'achèvement des locaux de la gendarmerie nationale. Partout où il s'est arrêté sur la route entre Dori et Fada, le Premier ministre a appelé les populations au dialogue, à la sagesse et à la tolérance pour éviter les conflits qui retardent le développement. Et à Fada, le centre hospitalier régional et l'université de formation d'ingénieurs miniers et du génie civil ont retenu l'attention du Premier ministre. Et c'est par une rencontre avec les forces vives de la région que Luc Adolphe Thiaw a achevé sa tournée à l'Est. Le point avec Jean Zongo, Alassane Savadogo et Viviane Tiendreboyogo. Le programme officiel du Premier ministre ce 5 mai a commencé au CHR de Fada. La structure construite depuis 1972 est aujourd'hui vétuste. L'insuffisance du personnel et du matériel n'arrange pas les choses. Pour la construction du nouveau CHR, l'on aura certainement besoin d'ingénieurs. Il y a depuis avril 2010 à Fada une école de formation d'étudiants en génie minier et en génie civil. La structure est actuellement logée dans le lycée professionnel Yendabri. Les étudiants y prennent les cours dans des situations difficiles. Dès lors que le centre s'est trouvé à Fada, le directeur a fait des démarches auprès de la commune et a obtenu 135 hectares de terrain. Alors après ce terrain, les études architecturales ont été faites. Le volet social n'a pas été intégré au projet. C'est-à-dire que si les étudiants vont là-bas, il n'y a que les cours. Alors ils vont commencer par faire des grèves pour dire qu'il n'y a pas des espaces. Il n'y a pas de restaurants universitaires, il n'y a pas de cité universitaire, il n'y a pas d'espace de sport. Donc finalement, nous avons intégré et à l'heure actuelle, le dossier est complètement bouclé. En visant
l'école ce matin, nous allons prendre des engagements et je promets que je mettrai le meilleur de moi-même pour que dans les 2-3 années à venir, il y ait quelque chose déjà pour que ces étudiants soient dans de meilleures conditions pour travailler. L'autorité s'est engagée et nous n'allons pas juger l'autorité avant de le voir à l'œuvre. Nous, notre préoccupation, c'était de pouvoir poser ce qui nous incombe comme difficulté. On l'a fait. Maintenant, quitte à l'autorité d'agir. Les questions d'éducation, de santé sont revenues dans les échanges entre le Premier ministre et les forces vives de la région de l'Est. Les délégués ont également parlé du bitumage des routes Taparko Bogandé Fada et Kantchari Diapaga Logobu, frontière du Bénin. Mais tous ont reconnu que le principal handicap de la région de l'Est, c'est l'insécurité. Certains de ceux qui étaient venus aux échanges avec des doléances ont obtenu satisfaction. Il s'agit du Conseil régional des jeunes qui est reparti avec la promesse de Softnet et du président de l'ONG Tintoua de lui offrir du matériel informatique. Et ce matin à Ouagadougou, le chef du gouvernement a donné le top de départ des travaux d'évaluation des performances des projets et programmes du FMI au Burkina Faso. Bailleurs de fonds, ONG et décideurs vont surtout réfléchir sur les voies et moyens pour suivre donc la promotion de la croissance inclusive au Faso. Jacques Lamissa Tarpaga. La croissance économique du Burkina Faso devrait être ressentie par les plus pauvres au sein de la population. Une croissance inclusive examinée ici à la salle des conférences de Ouaga 2000 par les décideurs, les entrepreneurs du secteur privé, les ONG et les communautés des bailleurs de fonds. Il s'agit d'évaluer l'appui du Fonds monétaire international au programme de développement du Burkina Faso sur les 10 dernières années. Le choix donc de ce thème vient à propos au moment où le gouvernement, dans sa démarche pour la promotion d'un développement économique et social durable, voudrait que la croissance recherchée soit partagée et inclusive pour assurer sa durabilité. Aussi, toute la problématique est telle d'identifier les vrais obstacles et d'y trouver les remèdes appropriés pour assurer une croissance soutenue et inclusive dont les effets sont effectivement ressentis par les populations, surtout celles les plus démunies. Pour définir les voies à suivre afin de promouvoir une croissance inclusive, les participants sur 4 points, une évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable et la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, les obstacles à la croissance, les expériences accumulées avec le FMI ainsi que les performances dans le programme appuyé par ce fonds. Notre pays s'est engagé depuis une dizaine d'années avec le Fonds monétaire international à mettre en œuvre une série de réformes à travers des mesures structurelles dans plusieurs domaines, dont celui de l'administration fiscale et douanière, de la gestion des finances publiques, de la gouvernance administrative du secteur financier, des télécommunications, de la filière coton et du secteur de l'énergie. Si certaines de ces réformes ont été menées sans grande difficulté, d'autres n'ont pu aboutir pour des raisons diverses, et dont un des thèmes vous donnera l'occasion d'en débattre, de tirer des leçons pour le futur. Le Burkina Faso connaît une croissance dans certains secteurs comme le coton, les mines, les services financiers, les télécommunications, l'énergie et le transport. Et ces secteurs ont besoin d'être soutenus davantage pour améliorer le revenu des Burkinabés. Le département de la justice a eu droit à sa journée de sensibilisation sur la corruption. Selon l'autorité supérieure du contrôle d'État, le secteur de la justice particulièrement exposé de par son rôle déterminant sur la vie et les biens des personnes. Les acteurs doivent s'engager véritablement dans cette lutte. Pélagie Savatogo. Magistrats, greffiers et gardes de sécurité pénitentiaire, tous unis contre la corruption. Selon les rapports de l'autorité supérieure du contrôle d'État ASE et de la Cour des comptes, le phénomène de la corruption persiste au Burkina Faso malgré les efforts entrepris par le gouvernement. Il convient donc de renforcer la lutte à travers de nouvelles formules, notamment l'implication de tous les acteurs de la société. Et la justice, de par son rôle régalien de poursuite et de répression, doit jouer pleinement son rôle dans cette lutte. D'où l'organisation de cette journée de réflexion et d'échange sur la lutte contre la corruption. Vu que la justice est rendue par des hommes et des femmes, et que tout homme étant
faillible, il est bon que nous puissions nous retrouver ensemble et que nous puissions nous interroger et afin de prendre conscience vraiment de quel doit être notre rôle dans cette lutte contre la corruption. Il s'agira d'amener les acteurs à identifier les causes et les conséquences de la corruption dans le milieu judiciaire et de dégager des solutions. Cette rencontre intervient dans le cadre des vastes campagnes de sensibilisation entreprises par la SEE. Elle devrait permettre aux acteurs de la justice de mieux appréhender le phénomène de la corruption, de prendre conscience de ses conséquences et de jouer leur rôle dans le processus de la lutte. Et le Conseil supérieur de la communication qui revoit la copie de la régulation des médias au Burkina et qui opte pour de nouvelles approches qui impliquent l'autorégulation et stimulent la régulation interne. Une nouvelle vision que le CSC veut partager avec les acteurs des médias. Une rencontre a eu lieu ce matin pour parler de cette nouvelle synergie. Estelle Judith Aksoba. Pour cette nouvelle approche, le Conseil supérieur de la communication CSC appelle à plus de professionnalisme et de responsabilité sociale du journaliste dans le traitement et la diffusion de l'information. Et ce séminaire constitue une première fenêtre sur le nouvel horizon de la liberté de la presse et de la régulation de l'information au Burkina Faso. Pour éviter que le Conseil supérieur de la communication intervienne tout le temps, nous préférons que les professionnels, les acteurs des médias fassent une autorégulation. Qu'eux-mêmes ils se disent que notre façon d'écrire, notre façon de parler, de diffuser, doit effectivement obéir à certaines règles. Donc nous préférons que les journalistes eux-mêmes s'imposent cette règle avant que le CSC ne puisse intervenir en cas de problème. Et pour réussir cette nouvelle expérience, le CSC a fait appel à 3 communicateurs pétris de connaissances et d'expérience en la matière. Jean-Baptiste Ilboudo pour l'autorégulation des médias par les pairs, Edouard Ouedraogo pour l'autorégulation interne des médias et enfin les défis de la régulation des médias à l'heure de la mondialisation, animé par Mahmoudou Ouedraogo. Il y a une nécessité de créer une structure nouvelle avec des contours à définir et un contenu à élaborer qui dit que qui que vous soyez, si vous portez atteinte à la dignité et aux droits d'un individu sur cette terre, eh bien on vous recherchera et vous allez donc être confronté tout simplement à une structure de régulation ou à la justice pour que ce n'est pas parce que vous êtes sur l'internet que vous allez être à l'ombre. Tout le monde doit être sur le même pied d'égalité. Et c'est en cela qu'il faut remercier le CSC parce qu'il ne faut pas toujours attendre que ce soit de l'Occident qu'on réfléchisse à créer de nouvelles structures. Ce séminaire a réuni des fondateurs et directeurs de publication, des responsables des organes de presse et des journalistes. La présidente du CSC en a profité pour lancer un appel aux professionnels des médias à faire de l'autorégulation un pari à gagner pour une liberté de la presse encore plus réelle au Burkina Faso. Les nouvelles de nos collectivités à présent, des collectivités territoriales dont les acteurs sont conviés à Manga à une session de formation budgétaire. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique veut outiller ces acteurs locaux sur les techniques de prévision et de recouvrement des recettes. Abdul Rasmane Zango. Dans la cité de l'Épervier, ordonnateurs financiers, receveurs comptables et élus locaux sont en apprentissage des meilleures techniques de mobilisation des ressources budgétaires au profit des collectivités territoriales. C'est vraiment amener les collectivités à améliorer leur niveau de recouvrement. Et ça part d'abord des prévisions. Il faut que les prévisions soient sincères et réalistes. Ça ne sert à rien de prévoir recouvrer X% tout en sachant que nos capacités sont en deçà de le montant prévu. Et maintenant, toutes les techniques, il faut tout l'accompagnement dont les communes ont besoin au niveau financier pour pouvoir atteindre ces objectifs. Nous sommes très confortés par la tenue d'un tel atelier parce qu'il va permettre donc de renforcer nos capacités pour que sur le terrain nous puissions être vraiment efficaces et opérationnels en matière de mobilisation des recettes. Et surtout d'aller investir les connaissances apprises à la population à la base parce que le maire ne travaille pas seul. Il y a les populations, il y a les leaders, il y a tout un arsenal donc de
d'acteurs qui sont sur le terrain et que nous allons investir donc, à travers ces connaissances pour que nous puissions ensemble contribuer à augmenter nos recettes. Cette session de formation dure 3 jours et est la première d'une série qui concernera Manga, Kaya et Zignari. Et dans le BAM, c'est Amidou Ouedraogo qui tient désormais les clés de la commune de Kouko. Issu du Congrès pour la démocratie et le progrès, le nouveau maire a décliné ses ambitions de développement pour sa commune lors de son installation, un moment qui a connu une forte mobilisation des populations. C'est ce que nous dit Tanga Robert Kafando. Par ce traditionnel rituel, Amidou Ouedraogo est officiellement installé à la tête de la mairie de Rouko dans la province du BAM. Élu le 6 mars dernier, Amidou Ouedraogo vient des rangs du Congrès pour la démocratie et le progrès et préside un conseil municipal de 20 membres, dont 5 femmes. Le nouveau maire et son conseil municipal ont pris l'engagement de s'attaquer aux problèmes des infrastructures sanitaires, de l'eau potable, de l'éducation, et cela dans l'unité. Je lance un appel aux fils et filles de Rouko pour qu'ils s'impliquent tous dans la construction de la commune. Notre première richesse, c'est nos braves populations. Si nous sommes unis, nous pouvons avoir ce que nous avons et améliorer ce que nous avons déjà. La population à la base se concerte et à chaque fois que de besoins. Et qu'elle s'asseye chaque fois pour discuter du développement et également c'est dans la tolérance. Puisque c'est dans la paix qu'on peut construire une commune, une province, un pays. À l'ombre ou sous le soleil brûlant, debout ou assis, les populations de Rouko, les ressortissants, les autorités et les leaders politiques fortement mobilisés ont été témoins de l'événement placé sous le parrainage du Jetenganaba. Une mobilisation comme pour se donner la main et accompagner la nouvelle équipe dans sa mission. L'eau et l'assainissement, la réalisation d'infrastructures éducatives et sanitaires et l'emploi des jeunes, ce sont là les priorités du nouveau maire de la commune de Didir. Baguinema Bakwa lance un appel aux populations de sa commune à s'engager pour relever ce défi de développement qui fera de Didir un havre de paix et un îlot prospère. Ce sont ces mots. Suivons Claudine Bikaba. Les coups de fusil et les tambours ont retenti à Didi ce 4 mai 2013, annonçant un événement important. Cet événement, c'est l'installation de Baguinema Bakwa à la tête de cette commune par Madame la haut-commissaire de la province du Sanguier. Après quoi, le nouveau maire décline en ces termes les défis qu'il entend relever. Nous allons nous attaquer au problème de l'eau, au problème de l'assainissement, en commençant par la racine, à savoir travailler à conscientiser les populations pour qu'elles comprennent d'abord la nécessité de consommer de l'eau potable, la nécessité d'utiliser des latrines pour que leur environnement soit sain. Au-delà, il ambitionne travailler à travers des partenariats à réaliser des mini-retenues d'eau pour relancer la culture maraîchère et occuper la jeunesse en saison sèche pour les éviter les vices de l'oisiveté. En attendant, la population a d'autres priorités et la jeunesse attend plus du maire que des engagements. À Didi, si c'est les paroles, on en a, mais ce sont les actes qui manquent. Mais ce sont toujours les mêmes préoccupations qui existent. J'aurais appris qu'il y avait un médecin qu'on avait affecté à Didi ici, mais par manque d'infrastructure, il s'est retourné. Alors que la santé, c'est la première préoccupation de tout un individu. En plus, je veux parler aussi de l'éducation. La pose de la première pierre de la maison des jeunes et le lancement du site web de la commune ont été effectués à l'occasion. Pour que Didir devienne un havre de paix et un îlot prospère, il faut que chacun apporte sa pierre à la construction de la cité, ont souhaité le nouveau maire et l'ancien. Cette entité territoriale est composée de 16 villages, 44 000 habitants et 34 conseillers issus du CDP, de l'UPC, du PDS Medba, entre autres, et siègent dans cette municipalité. Et du sport pour terminer, la 4e édition du Grand Prix de l'Impossible sera courue les 24 et 25 mai prochains entre Niamey et Ouagadougou. Les informations sur ce rendez-vous de l'épreuve ont été données à la presse ce matin. Des précisions avec Jérôme Tiendrebeo.
Pour la deuxième fois consécutive, le Grand Prix de l'impossible ira de Niamey au Niger pour Ouagadougou au Burkina sur plus de 515 km avec 18 coureurs du Ghana, du Bénin, du Togo, du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Burkina. C'est une course mythique, la seule et unique au monde, hein, je dis bien, je pèse mes mots, il n'y en a pas d'autre. Hein. Il y a plus de 515 km non-stop, vous savez ce que c'est? Arrêtez simplement à Fada au lever du jour pour faire ses petits besoins, se changer autre et repartir. Ils ne mettent pas 10 minutes, vous le savez, vous suivez la course. Quand on dit qu'ils partent à 23h, sachez que depuis 15h l'après-midi, les enfants ne dorment pas, même le matin, ils ne dorment pas. Donc c'est du vendredi matin au samedi après-midi, il faut le savoir. Ce Grand Prix de l'impossible fait son bonhomme de chemin dans le paysage sportif et les soutiens pour son rayonnement se manifestent. C'est un peu du jamais vu sur le continent africain et nous sommes sûrs que si l'État accompagne justement ce Grand Prix-là, un jour nous pourrons être inscrits à l'UCI comme étant les premiers à avoir tenté donc une aventure assez rude pour l'espèce humaine, une aventure qui va compter même au niveau de l'olympisme. Pour cette 4e édition, le Burkina va à sa propre succession avec Rasmane Ouedraogo, Abdoulaziz Nikieman et Salfo Bikienga. Il y a Rasmane qui a une très grande expérience, il y a Bikienga Salfo qui roule, il y a Nikieman Aziz qui a un poids acceptable qui, même malgré la fatigue, peut permettre en tout cas de finir la course. Le top de départ sera donné le 24 mai à 23h à Niamey et l'arrivée jugée le 25 mai sur l'avenue Charles de Gaulle aux environs de 16h temps universel. Voilà donc pour le 20h de ce jour sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain.